Willkommen, bienvenue, welcome dans un nouveau point lecture, chin chin. C'est mercredi mais ça fait au moins 2 semaines que je suis pas allé au bar, il fallait que je boive une bière. À tous ceux qui disent ça fait 10 jours qu'il a pas sorti de vidéo. Et à tous les autres qui disent ça poste des piles à lire mais ça lit même pas les bouquins. Je vous ai compris. Je suis ici pour vous parler de 10 livres. J'avoue que à la base le plan c'était que je fasse les vlogmas, c'est-à-dire que je poste une vidéo tous les 2 jours parce que je voulais pas en poster une tous les jours. À l'heure qu'il est, on est le 14 décembre je crois. Et je n'ai pas filmé une seule vidéo du mois de décembre, donc autant vous dire que le Vlogmas est un total échec. Mais c'est pas grave, je ne gagnerai pas d'argent cette année grâce aux pubs de YouTube, car entre vous et moi, les gens qui font les Vlogmas, je sais, je l'ai fait l'année dernière, voilà. J'ai touché en un mois ce que je touche habituellement en 3 ou 4 mois. Les vlogmas qui ne font que parler de consommation parce que book haul, parce que machin, parce que je suis allé manger là-bas, parce que je suis allé m'offrir ceci, cela, nanana, pour en plus derrière gagner du fric. J'avoue que j'ai beaucoup moins regardé de vlogmas cette année. Je vous en conseille, alors je sais pas quand est-ce que la vidéo va sortir, ça sera peut-être un peu trop tard, mais je vous conseille les vlogmas de Eve. Eve, elle a 2 chaînes, donc une chaîne où elle parle de lecture, donc je crois que c'est EV3 lecture, je vous mettrai tout en barre d'infos ou ici dans le i. Et il y a sa deuxième chaîne qui parle de... parce qu'elle tricote, elle crochette, elle brode, elle coud, elle fait plein de trucs avec ses mains, elle est trop forte, j'adore. Elle fait des pulls magnifiques en jacquard, elle fait des gilets Pingono, c'est un patron qu'elle a... Enfin bref, elle fait des trucs magnifiques avec ses doigts, avec ses mains, je suis admiratif. Et elle fait des vlogmas qui sont bijoux. Je regarde son vlogmas tous les soirs, donc il y a un vlogmas où elle parle lecture, un vlogmas où elle parle de tissu, pelote et laine, et tous les soirs avant d'aller me coucher, je regarde ses vlogmas et je suis serein avant de dormir, je suis reposé, j'adore ce qu'elle fait, c'est pas du tout poussif, c'est pas du tout... C'est naturel, c'est Eve, et comme dans toutes ses vidéos, de toute façon c'est elle-même, elle est naturelle, elle est comme ça, elle ment pas, il n'y a pas de chichi, elle ne cherche pas à nous faire acheter mille et une choses, donc j'adore ce qu'elle fait, voilà. En attendant, nous on est là pour parler de bouquins, et étant donné que j'ai 10 livres à vous parler, parce que oui, si je ne filme pas, c'est que, je travaille beaucoup, parce que c'est la période de Noël, les fêtes de Noël, les repas de Noël, les blablabla, en centre social on n'arrête pas, et aussi parce que je lis, j'ai quand même lu énormément depuis le début du mois, et faut que je vous en parle maintenant. Le premier livre c'est donc Aristote et Dante plongent dans les eaux du monde, de Benjamin Alire Sainz chez Poca Junior, PKJ. Le livre ne m'a pas transcendé. Je ne sais pas quand le premier tome est sorti, j'étais assez jeune et je l'avais adoré parce qu'on nous racontait l'histoire de 2 jeunes adolescents qui tombaient amoureux l'un de l'autre. Et donc là, c'est la suite directe de cette rencontre amoureuse. Ils sont établis, ils sont en couple, leurs 2 parents les acceptent, vraiment il n'y a aucun souci de ce côté-là. Donc on va suivre leur vie de couple en tant que jeunes adolescents. Et je sais pas, j'y étais beaucoup moins sensible. Il y a 2-3 phrases qui ne m'ont vraiment pas plu, 2-3 passages. Dans la famille, la mère sait que son fils est homosexuel, mais les 2 grandes sœurs du jeune garçon ne le savent pas. Et la mère décide de le dire d'elle-même à ses 2 sœurs, sans même en parler au gamin. Donc c'est carrément une scène de outing, genre on dit à quelqu'un que tu es homosexuel sans que tu lui en sois le décideur, et je trouve ça complètement abject parce qu'en plus on ne remet pas du tout en question cette outing, genre le jeune dit ah bah merci, j'aurais pas réussi à le faire. Alors c'est quelque chose qui est vrai, moi je sais que j'en ai rêvé souvent, genre je me suis dit mais si quelqu'un pouvait le faire à ma place ça serait bien, mais en fait non, je pense pas que ce soit la solution, et je trouve ça un peu dommage qu'on nous le dise dans un roman qui est quand même destiné aux jeunes adultes, qu'on nous le montre comme ça, qu'on nous l'expose comme ça, que cette femme dit à ses filles, bah voilà, votre frère est gay, et en plus, elle oblige les 3 enfants à se rencontrer autour d'un dîner, d'un repas, pour en parler. Alors que le fils n'est pas du tout consentant à la base, et finalement, à la fin, il dit merci maman, t'as bien fait. J'ai trouvé cette scène un peu malaisante. À part cet accro, je crois que rien d'autre ne s'est mal passé en termes d'éthique ou de choses comme ça. C'est juste que voilà, j'avais un peu moins d'intérêt, c'était assez mignon. La fin est clairement écrite pour nous faire pleurer, pour nous faire tirer les larmes. Donc une bonne lecture mais sans plus, et j'en garderai pas grand chose. Par contre par la suite j'ai lu Mort Roger de Claire Duvivier, qui est donc le tome 2 de Capitale du Nord, que j'ai encore beaucoup aimé. Ça fait le 4e roman de cette saga que je vous présente maintenant, car je les lis tous les 6 mois quand les romans sortent. Là on est dans le 4e tome, enfin soit le 2e tome, soit le 4e tome si vous considérez la saga dans sa globalité ou juste Capitale du Nord. On retrouve donc Amalia et je ne sais plus comment son ami dans la ville de De Haven, qui est une ville qui est quand même très normalisée avec des strates entre les familles bourgeoises, la pauvreté, les familles ouvrières, etc. Il y a un peu une révolution, il y a un peu un gros bordel dans les familles bourgeoises, et notre jeune Amalia se retrouve embrigadée dans un tourbillon de politique, dans un tourbillon de complot. Je peux pas trop vous en dire plus parce que voilà, c'est un tome 2, tome 4, c'est très compliqué, sauf que bah voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la plume de Claire Duvivier est tout aussi délicieuse que dans le tome 1. Il se passe un peu moins de choses, c'est un tome 2, donc un tome qui est entre 2 tomes parce que c'est une trilogie, et plus là peut-être pour poser des jalons, pour poser des pavés pour nous emmener jusqu'au tome 3.
Toujours est-il que je ne me suis pas ennuyé. C'est des romans qui à chaque fois font entre 300 et 400 pages. C'est assez conséquent pour moi qui ne suis pas un grand lecteur de fantasy, de fantastique. Mais encore une fois, c'est de la fantasy qui est quand même très abordable. Je l'ai conseillé à une amie qui en lit que très peu. Elle a lu Capitale du Sud, elle n'a pas lu Capitale du Nord, mais elle avait beaucoup aimé. Et selon moi, les deux, dans cette sensibilité aux non-initiés du genre, sont un peu similaires car ils font tous les deux un très bon travail, sans nous mettre de côté, sans nous larguer totalement. On est dans le bon dosage, dans la bonne écriture, c'est bien fait. C'est français, donc Cocorico. C'est publié aux Forges de Vulcain, qui est une maison d'édition que j'apprécie plutôt. J'attends le mois d'avril pour lire la suite, donc Capitale du Sud, tome 3, et donc ça va clore l'épopée au sud, et on finira l'épopée dans le nord au mois de novembre ou octobre, je sais plus vraiment, 2023. Mais si vous voulez vous lancer dans la fantasy ou dans le fantastique, avec qui plus est 2 auteurs français, car c'est un couple qui écrit cette saga à 4 mains, foncez. Vraiment, je ne saurais que trop vous le recommander. Petite binouse, petite vapote, j'ai vraiment l'impression d'être au bar, quoi. Par la suite, j'ai lu La Perle et la Coquille de Nadia Hachimi, publié ici chez Milady, et je pense que le grand format était donc disponible chez Charleston. C'est un roman à 2 voix où on va suivre une petite fille et sa grand-mère sur 2 époques totalement différentes. Donc la petite fille, ça se passe en 2007 à Kaboul, et sa grand-mère, ça se passe quelques années plus tôt, enfin beaucoup d'années plus tôt. Donc c'est Rahima et Shekiba. Donc à Kaboul en Afghanistan, on va suivre Rahima qui n'a pas de frère et qui ne peut pas assumer, enfin qui est dans une famille où le père ne peut pas assumer toutes les tâches qui incombent aux hommes dans cette société très normée entre le rôle des femmes et le rôle des hommes. Sauf que dans la culture afghane, il y a quand même quelque chose qui s'appelle les bâches à poche. En gros, c'est le temps de l'enfance et de l'adolescence. Certaines filles, certaines jeunes filles sont considérées comme des hommes, sont habillées comme des hommes, elles mettent des pantalons, elles vont à l'école avec les garçons, etc. pour aider le père, pour aider la famille si elle a besoin et s'il n'y a pas suffisamment d'hommes dans cette famille. Donc on va suivre la vie de cette petite Rahima qui devient un homme, qui rentre dans le moule de l'homme grâce à la culture des bâches à poche qui est quelque chose de très présente. Et en même temps, on apprend que donc 2 générations plus tôt, sa grand-mère a vécu également cette situation dans un contexte tout à fait différent. C'était un roman qui était assez sympa, très facile à lire, vraiment. On est chez Milady Charleston, c'est une plume qui ne se veut rien du tout en fait. Elle ne se veut pas spécialement poétique, elle ne se veut pas spécialement prenante. C'est une plume qui raconte une histoire de la façon la plus simple et la plus basique. Et je dis ça sans aucun reproche, c'est juste que ne recherchez pas quelque chose que vous n'aurez pas dans ce roman. C'est un roman qui reste assez sobre, voilà, sans froisser personne. C'est pas vraiment le genre de littérature que j'affectionne. On est sur 500 pages, c'est un peu romanesque, il arrive des choses à ces 2 personnages. Il y a un jeu de miroir car les chapitres s'alternent entre Shakiba et Rahima. Mais je n'ai pas été spécialement conquis car on ne va pas assez loin selon moi dans cette culture des bâches à poche. On ne va pas selon moi assez loin dans la question de peut-être la transidentité ou de l'identité de genre, avec ces femmes parfois forcées de devenir hommes, et après, à l'adolescence, une fois la puberté passée, redevenir femme, car on ne saurait pas laisser une femme jouer aux hommes dans une société aussi normée. Donc, passé un certain âge, la femme, la petite fille, le petit garçon doit revenir une femme, enfin, doit redevenir qui elle était avant d'être transformée. Ça reste un peu trop en surface sur tous ces sujets que je viens d'évoquer, mais également sur la culture afghane en général, sur la situation politique, la situation sociale. C'était un peu trop faiblard à mon goût. J'ai quand même pris goût, je l'ai lu assez rapidement, ça m'a pas déplu, mais j'en garderai pas un souvenir immense, ça c'est sûr. J'ai déjà oublié la moitié des aventures qui arrivaient à ces 2 femmes. Ensuite, dans un tout autre registre, j'ai lu Un jardin de sable de Earl Thompson. Vous devez rien voir avec les lumières là. Publié chez Monsieur Toussaint Louverture dans leur collection des grands animaux. Ce roman, souvent comparé au Raisin de la colère de Steinbeck, a été publié dans les années 70, mais nous raconte une histoire des années 30, pendant la Grande Dépression aux États-Unis, et je crois que l'histoire est grandement autobiographique. On va suivre la vie de, comment il s'appelle le petit ? Jackie, bah oui, il s'appelle Jackie, né au Kansas, et qui va par la suite se balader un peu partout aux États-Unis au gré des voyages de ses grands-parents, puis de sa mère, en fonction de là où il y a du travail, là où on peut gratter quelque chose, voilà. Donc on est vraiment dans la Grande Dépression. J'ai pas lu Les Raisins de la colère. Dans la Grande Dépression, l'Amérique est vraiment très pauvre, surtout que là on est dans l'Amérique assez rurale, assez profonde. Tous les paysans, les fermiers ne peuvent plus exploiter leurs terres, ne peuvent plus en vivre comme ils l'ont fait jusqu'ici. Ils essayent d'aller vers les villes, d'aller vers les chantiers navals. Un chantier naval, des chantiers navaux ? Je sais pas. Kenavo, les Bretons. Bref,
dans les chantiers de bateaux, dans les usines, etc. Et on va suivre donc ce petit jeune qui, au début du roman, naît. En fait, on ouvre le roman sur la naissance de Jackie jusqu'à ses 14 ans, je dirais. Je sais plus exactement à la fin quel âge il a. Donc vraiment son enfance. Et comme je vous le dis, on est dans un roman qui est très noir, très sombre, très crasseux, très sale. Et il va arriver des tas de choses infectes à ce petit jeune homme qui va avoir un début de vie très 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 compliqué, vous vous en doutez, avec une construction identitaire, une construction de soi, une construction de l'homme qui peut devenir complètement bancale. Personnellement, j'ai pas forcément accroché. Je suis quand même allé au bout des... C'était une épreuve, des 750 pages, parce que je le lisais en lecture commune avec deux copains. Un l'avait terminé, l'autre était à peu près au même stade que moi. On avait des avis plutôt divergents, puis convergents, puis redivergents. Enfin voilà, on a vraiment suivi notre lecture pas à pas sur presque une semaine, je crois. Il y a un moment, je me suis dit c'est bon, j'arrête, parce que il y a des scènes d'inceste entre le fils et sa mère. Je le dis, je spoil, j'en ai rien à foutre, parce que de toute façon ça arrive assez rapidement, mais ça peut gêner des gens, et je préfère le dire. Des scènes d'inceste à n'en plus finir, mais vraiment, je les ai pas comptées. On dépasse à mon avis la dizaine de scènes inutiles à mon sens. Une fois, deux fois, je peux comprendre parce qu'on est vraiment dans cette réalité la plus crasse qu'il soit. Une ou deux scènes auraient largement suffi. Là, je ne comprends même pas pourquoi. Les scènes se sont enchaînées car elles étaient toutes, mais vraiment toutes, écrites exactement de la même manière. C'était presque des copier-coller de toutes ces scènes. À chaque fois, le même procédé, la même... Enfin, voilà. Horrible. Et outre ces scènes d'inceste, il y avait également des viols, des violences, des injures, tout ce que vous voulez, du racisme. Enfin voilà, on est vraiment dans les années 30, la Grande Dépression, blablabla. Moi, c'est par le côté répétitif de la plume, des scènes, de la déchéance, vraiment de cette chute en eau sombre, bien dégueulasse, qui aurait pu me plaire, mais là, on était trop répétitif, on était presque trop dans le... On faisait ça pour choquer le bourgeois, et choquer le bourgeois sur 200 pages, ça me va. Choquer le bourgeois sur 750 pages avec les mêmes scènes à répétition, bah ça me lasse, et j'ai été plutôt déçu par ce roman. Ensuite, j'ai enfin lu Le Psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers chez La Talente, qui est un très court texte. C'est une nouvelle, je crois que ça va être, enfin c'est sûr ça va être un diptyque. Le suivant s'appelle Une prière pour les cimes timides, et on va retrouver les deux mêmes personnages. On est avec Dex, qui est un moine, et il y a un robot qui a un nom à la couille, Omphale. Donc Omphale et Dex. Dex, au début du roman, est un moine qui, je sais plus ce qu'il fait au début. Je sais plus trop exactement c'est quoi son rôle, mais ça ne lui plaît pas, il veut changer de vie. Et donc, il prévient ses supérieurs qu'il veut devenir un moine de thé. Et en fait, les moines de thé, la boisson, le thé, hein, la boisson chaude, ce sont des moines qui, avec une roulotte, se baladent à travers champs, ouvrent leur petite roulotte, et les gens peuvent venir le voir, leur dire tout ce qu'ils ont sur le cœur, un peu comme un psy. Et le moine, en échange, leur propose du thé en fonction de leur humeur, en fonction de ce qu'ils ont besoin de boire, d'entendre, enfin voilà. C'est un peu ce qui m'a gêné, c'est qu'on est vraiment dans le cliché de la vie cocooning. On est presque parfois dans du développement personnel, et c'est moi ça qui m'a le plus gêné, le plus déplu dans ce roman. C'est que voilà, on est alors avec ce moine, il a sa petite roulotte, on est voilà dans la van life, la vie en van, les petites maisons, les tiny house, truc super tendance aux États-Unis. On boit du thé, des petites feuilles, des petites tisanes. J'avais vraiment l'impression d'être sur le feed Instagram d'un bookstagrammeur ou d'une bookstagrammeuse très feel good, cocooning, qui vous fait toujours des photos avec une petite tasse de thé, un petit chocolat chaud, un petit biscuit, une petite guirlande lumineuse. J'avais l'impression que c'était ça le roman. Et c'est ça qui m'agaçait, c'est qu'on était vraiment dans du cliché, dans du développement personnel. Et vraiment, rien que d'en parler là, vous voyez, je m'énerve. J'ai bien aimé ces personnages, j'ai bien aimé cet univers où on est dans un monde futuriste dans lesquels les robots ont pris leur éveil et ont quitté la vie. En fait, les humains avaient, à force de développer la technologie, avaient créé des robots qui travaillaient dans les usines. Et un beau jour, les robots quittent les usines. Ils prennent conscience, ils ne sont qu'exploités, et ils s'en vont, et ils quittent les humains. Et les humains sont obligés de réapprendre à vivre sans les robots, de réapprendre à vivre sans cette aide précieuse. Et tout cet univers, ce petit truc, j'aime bien, j'ai l'impression qu'il y a un potentiel énorme. Et on nous pond une nouvelle de 120 pages qui au passage coûte 15 balles, je crois, 13 ou 14 balles, je sais plus, qui reste très en surface, qui reste très fade, qui reste très cliché, stéréotypé, alors qu'il y avait des trucs tellement bien et que j'aime beaucoup. J'ai adoré L'espace d'un an de Becky Chambers, c'est que je vois ce qu'elle peut faire avec un roman conséquent, avec une vraie histoire. Et là, j'ai l'impression que c'est du travail gâché, bâclé. J'attends avec impatience le second tome, la seconde nouvelle. Et encore une fois, ça m'agace parce qu'on nous publie deux nouvelles de 120 pages qu'on nous fait payer 15 balles chacune. Donc ça veut dire qu'on va payer 30 balles
les 200 pages. Le prix d'un roman, c'est 20 balles. Enfin, je sais pas. Je suis énervé. Je suis énervé par ce travail gâché et cette extorsion de fond. Et en plus, je suis vraiment un couillon parce que je vais aller acheter ce second tome. En fait, c'est moi le dindon de la farce dans l'histoire et c'est moi l'abruti. Bref, très déçu de cette nouvelle de Becky Chambers qui aurait pu être tellement mieux, tellement plus intéressante parce que là, les discours sont tellement courts, tellement très peu approfondis que je vous dis, c'est très superficiel. On est vraiment dans des citations bateaux dignes d'un Skyblog des années 2000 en mode souris à la vie te sourira. Limite, c'est ça. Tout ce qui semble pouvoir apporter du corps est survolé et on passe à autre chose. Next, on va passer à autre chose nous aussi, on change de roman. Et pour le coup, là on survole pas parce qu'on est avec Jeannette de Charlotte Brontë chez Folio Classique. Jeannette, c'est une jeune femme qui est élevée par une tante éloignée et qui habite avec ses 2 cousines. Cette tante ne voulait pas du tout garder Jeannette, hein. Elle est restée dans cette baraque, dans ce manoir parce que ses parents sont décédés et que son oncle, avec qui elle était en famille directe, est décédé à son tour, mais voilà. Vraiment, on est dans le genre Cendrillon avec sa marâtre et ses 2 belles-sœurs, ses 2 demi-sœurs, c'est un peu ça. Donc elle grandit dans cette famille, pas ouf, puis au bout d'un moment, elle envoie tout chier. Elle dit à la tante, là, va te faire foutre connasse, en gros, à peu près, hein. Je vais au pensionnat et je ne viendrai plus jamais te voir, tu peux mourir, va en enfer. Je vous le fais simple parce que on est dans du roman victorien, donc en fait, elle dit pas vraiment ça. Elle met 3 pages à le dire, avec des mots plus beaux, avec des tournures de phrases plus belles, et elle met 20 pages à y réfléchir et à y penser. Ensuite, elle va dans un pensionnat, dans lequel elle apprend le métier de préceptrice, institutrice, puis elle est embauchée par un sombre, ténébreux gentleman, Monsieur Rochester, qui revient de France, avec une petite fille d'une dizaine d'années, et il l'embauche pour être la préceptrice de la petite Adèle, qui ne fait que parler français, et bingo, Jeannette, elle a appris le français. Sauf que Jeannette, elle va tomber amoureuse de ce beau, sombre, généreux, tout ce que vous voulez, mystérieux Monsieur Rochester, qui lui est promise à une autre nana de la campagne d'à côté, qui a les champs, et puis Rochester, il a quand même du fric, donc la nana, voilà, un petit mariage arrangé, sauf que finalement, Jeannette et Rochester, ils s'aiment beaucoup trop, beaucoup trop, et vont-ils finir ensemble? Ne le vont-ils pas? Je vous laisse le lire, car il y a quand même, on est dans du roman victorien, donc on nous balance toutes les, je sais pas, 30, 50 pages, tous les chapitres à peu près, un petit élément mystérieux, un petit truc un peu où on se dit, mais que se passe-t-il? Un peu à la Sherlock, vous voyez, une espèce de petite intrigue en fil rouge tout au long du roman, qui essaye de nous tenir éveillés, de nous tenir en haleine. Et je dois vous dire que ça a fonctionné, parce que là, c'est bien beau, je fais des simagrées et je fais tout mon tintouin. Est-ce que j'ai aimé ou pas ce bouquin? Oui, j'ai beaucoup aimé la Jeannette. Vraiment, j'ai rarement pris autant de plaisir avec un roman victorien. Très souvent, je l'abandonne. Je vous le dis, hein, je suis parti dans cette lecture qui fait un bon 500 pages, hein, si ce n'est plus, en me disant, dans tous les cas, au bout de 200 pages, tu vas encore abandonner parce que c'est toujours ce qui se passe quand je lis du roman victorien. Finalement, il faut pris pour être appris. J'ai adoré ma lecture, vraiment je l'ai bouffé, je le lisais aussi en lecture commune avec plusieurs amis qui n'ont pas encore terminé d'ailleurs. Tu passes par là, Momotte, bouge-toi le fiac. Et je crois qu'en 5 jours, je l'ai dégommé, hein. Vraiment. Je trouve qu'il y a une fluidité dans la plume de Charlotte Brontë, presque un modernisme, parce que voilà, j'en fais des caisses en disant c'est du roman victorien, c'est lent, c'est chiant, oui, c'est un peu tout ça, et en même temps non, ça va pas vous aider ce que je vais vous dire, mais en même temps non, parce que j'ai été très pris dans cette histoire, je me suis attaché à la Jeannette, la bonne vieille Jeannette, j'étais déçu de la quitter. On nous dit que c'est un roman féministe, alors oui, pour l'époque, c'est sûr que c'est féministe, de nos jours, oui. Oui et non. Mais c'est chouette, je pense, de lire un personnage féminin aussi fort, aussi presque solitaire, hein, parce que c'est rare à l'époque des femmes solitaires, des femmes seules, des femmes qui décident de leur vie. Et là, c'est le cas de Jeannette. Donc c'était un très bon roman, un très bon classique, vraiment. Outre le fait que ce soit assez épais, je pense que c'est un des classiques que l'on peut facilement recommander à des jeunes ados, des jeunes adultes même, qui des fois veulent lire des classiques sans vraiment savoir faire quoi se tourner. Envoyez-les vers la Jeannette parce que moi, ça m'a fait un bien fou de prendre plaisir à lire ce livre un peu lent, un peu... Je sais pas. Pour moi, ça c'est Jeannette en mode. Et non, c'est pas un spectacle de danse contemporaine, c'est mon interprétation de Jeannette en mouvement corporel. Bon alors, exit Jeannette, on va partir en classe des neiges avec Emmanuel Carrère, publié ici chez Folio.
C'est un roman contemporain qui a obtenu le Femina, enfin contemporain, en 95. Ça a mon âge, ça a donc 27 ans. Je vais pas vous en dire grand chose parce que c'est quand même un roman qui joue sur l'effet de surprise, sur l'ambiance, sur la tension et le suspense. On va suivre un jeune petit qui s'appelle Nicolas, donc c'est le petit Nicolas, qui part en classe de neige pour la première fois. Et son père le dépose à la colonie parce qu'il voulait pas que son fils prenne le bus. Je sais plus quelle obscure raison il évoque pour que son fils ne prenne pas le car, mais en gros il le dépose en voiture. Donc déjà le petit Nicolas, il se dit ben voilà, ça commence mal parce que mon père il va me déposer, je vais être un peu exclu, j'aurais pas fait le voyage en bus parce que vous savez, le trajet comme on dit c'est déjà les vacances, encore plus quand on part en colonie, donc le trajet en bus ça fait partie de la découverte de l'autre. Et le petit Nicolas il se dit bah merde voilà, à cause de mon père je vais déjà être catalogué comme le petit relou. Et au fur et à mesure de l'avancée de cette classe de neige, on va se rendre compte que le petit Nicolas il a quand même pas de chance et qu'il lui arrive pas mal de merde autour de lui, qu'il y a pas mal de trucs qui déraillent un peu. Vous voyez, un peu comme une trotteuse qui saute, comme s'il y avait des petites secondes qui... Puis après le cours du temps reprend et la trotteuse ressaute un coup. C'est exactement ce qui se passe avec ce roman. On est dans une machine qui s'enraye petit à petit, toujours un peu plus. Elle saute une fois, elle saute deux fois, elle saute trois fois, jusqu'à la fin où ça explose. J'ai passé, vraiment je l'ai dévoré, c'est 150 pages, je l'ai commencé un soir, j'ai pas pu le refermer avant de l'avoir terminé. Je me suis pris au jeu de cette colonie de vacances, de cette classe de neige, de ces enfants qui sont horribles les uns entre les autres. On retrouve tout ce qui est les peurs enfantines de Nicolas, les cauchemars, les terreurs nocturnes, le regard des autres, le jugement dans une classe, le jugement dans une colonie. J'avais l'impression d'être ce petit jeune, de voir mon monde qui s'écroulait autour de moi au fur et à mesure que j'avançais dans ma lecture. J'ai revécu tout ça en 150 pages, je trouve que c'est du brio. C'est pour ça que j'ai envie de dire à tous les gens qui me disent « Oui, mais tu lis que des romans courts, nanana ». J'ai 1000 fois plus d'émotion avec ces 150 pages-là qu'avec les 750 pages de Un jardin de sable. Vraiment, j'ai beaucoup plus vibré avec ce personnage, avec ce Nicolas, sur une semaine de temps, 150 pages, qu'avec le Jackie dans les 750 pages sur 14 années pendant la Grande Dépression. Donc voilà, je m'en fous du nombre de pages. Moi, ce que je veux, c'est vibrer, c'est vivre avec ces personnages. Et là, j'étais le petit Nicolas. Je voyais les autres se moquer de moi. Je voyais ma classe de neige ne pas se passer comme il faudrait qu'elle se passe. Et c'est pour ça que j'aime la littérature et la lecture. J'étais cloué à mon fauteuil, les mains rivées sur la couverture, je ne pouvais pas le lâcher, j'avançais. Lisez La classe de neige si vous avez envie de vivre autant d'émotions que moi. Et puis vous allez le lire et vous allez me dire « Mais c'est de la merde, j'ai rien ressenti, tu t'enflammes encore ». Oui, c'est possible, après la littérature c'est subjectif. Bertrand Blier, Fragile des bronches. Alors là pour le coup, je ne vais pas vous en dire grand chose parce que je me suis fait royalement chier. Je l'ai lu très vite aussi. C'est publié aux éditions Segers. Alors c'était pas de la poésie, c'est de la prose avec beaucoup de dialogue. C'est limite un scénario de cinéma parce qu'on est vraiment dans presque que du dialogue. On est avec un jeune garçon qui a 15 ans, un jeune ado, qui est fragile des bronches et le médecin de famille lui prescrit, lui dit d'aller à la montagne, d'aller prendre le grand air. Donc il y va avec sa mère et il se rend compte que sa mère trompe son père et en final en revenant à Paris il se rend compte que son père trompe sa mère également. Enfin voilà. Après il se passe quelques aventures un peu what the fuck. Vraiment il y a des passages où j'ai pas... Enfin, je me doutais que c'était pas la réalité vu comment c'était raconté, mais j'ai pas trop compris pourquoi ça a été raconté comme ça, de façon aussi absurde, alors qu'il y a des passages qui sont plutôt très terre-à-terre, très réalistes, et d'autres totalement loufoques, absurdes, hors du temps. Outre le fait que ce soit presque uniquement du dialogue, j'ai pas forcément trouvé l'intrigue très intéressante. Enfin, le roman en soi m'a fait chier, et j'ai pas grand chose à vous en dire. Alors là par contre, petite boîte de Yoko Ogawa chez Actes Sud, petite boîte, petite pépite, petit coup de cœur. Vraiment, une lecture, encore une fois, 200 pages. Vous allez encore dire, mais tu lis que des petits livres, je vous emmerde, je lis des petits livres, ça me va très bien. Petite boîte de Yoko Ogawa, c'est l'histoire d'une jeune femme, une narratrice, qui n'est pas nommée d'ailleurs, qui vit dans une maternelle, une ancienne école maternelle. Et dans cette maternelle vont se succéder une galerie de personnages du village qui vont venir voir notre narratrice les accueille, parce que dans l'auditorium de cette maternelle, il y a des petites boîtes. Et je vous laisserai découvrir ce que représentent ces petites boîtes, ce que sont ces petites boîtes. En gros, je vous ai raconté le roman actuellement, parce qu'il ne se passe rien. C'est un roman à ambiance, un roman d'ambiance, dans lequel on va suivre cette galerie de personnages à qui il n'arrive pas grand-chose. Mais c'est là tout l'attrait du roman, c'est dans cette contemplation du temps qui passe, dans cette contemplation, dans cette espèce de nostalgie, amertume, /douceur, /musique, / Voilà, j'ai plus d'autres mots.
Mais c'est quand même un truc assez particulier. On est dans un roman japonais. On y retrouve quelques codes de la littérature japonaise, c'est-à-dire un espèce de réalisme magique où il se passe des choses qu'on ne sait pas vraiment réelles, mais on ne saurait pas dire jusqu'à quel point elles sont fausses ou vraies. Cette narratrice nous raconte sa vie avec une douceur et une gentillesse. Ça a l'air d'être la femme la plus gentille du monde avec qui on a envie de prendre le thé, de papoter. J'ai vraiment passé un excellent moment. Je l'ai lu pareil en 2 fois, je crois, en 2 jours. Je l'ai commencé le soir, j'ai terminé le lendemain. Parce que j'avais envie d'être dans ce Japon un peu... pas très gai, hein. Vous voyez, on est dans un petit village paumé où il y a... je sais pas, une centaine d'habitants, l'école est désaffectée, il se passe plus grand chose dans le village, on est avec surtout des vieux. Il n'y a pas d'enfance, il n'y a pas d'enfants dans cette maternelle. On n'a pas tout ce qui est cette gaieté, cette joyeuseté de l'enfance, de cet âge. On est dans un truc un peu gris, et pourtant ce personnage est tellement lumineux, et même si elle fait des choses qui sont plutôt sombres, et bah enfin moi en tout cas, j'avais plein de lumière dans mon cœur, j'avais plein de lumière dans mes yeux, j'avais un sentiment de paix et de sérénité en lisant ce roman. C'était très particulier. Très particulier, et pour autant, bah, ça a fonctionné, ça a marché avec moi. Donc j'ai été emporté comme par magie par le bouquin, et je pense que c'est tout le but de ce livre, c'est vraiment d'être sensible à cette écriture, d'être sensible à cet univers, à cette ambiance, et de partir à la rencontre des petites boîtes avec notre narratrice. Et enfin, j'ai poursuivi ma lecture des Annales du Disque Monde de Terry Pratchett avec ce 3e tome qui s'intitule La 8e fille. C'est le premier tome du cycle des sorcières, mais c'est le 3e tome par ordre de parution dans les Annales du Disque Monde. On va suivre le personnage d'Escarina, qui est la 8e fille d'un monsieur qui est le 8e fils. Et logiquement, quand un 8e fils accouche, non parce qu'un fils n'accouche pas, mais devient le père d'un 8e enfant, ce garçon, ce 8e fils, doit devenir un mage. Sauf que là, le 8e enfant, c'est une femme, c'est Escarina. Et les femmes n'ont pas le droit d'être mages, tout au mieux elles peuvent devenir sorcières, comme Mémé Cire du Temps. Mémé Cire du Temps, personnage assez loufoque et haut en couleur, sorcière de sa renommée, qui vit dans le village, qui est également sage-femme, hein, vous voyez, les sages-femmes, les sorcières, tout ça, dans cet univers un peu fantasy, un peu fantastique, ça colle. Sauf qu'Escarina développe très vite ses pouvoirs de mage. Escarina est un mage. Mais Messire du Temps dit mais non, c'est impossible, si tu vas à l'université on va te refouler, on va dire non, tu pourras pas être mage. Sauf que Scarina dit mais si, je ne suis pas une sorcière, je suis un mage, donc tu m'y emmènes. Et Messire du Temps, avec Escarina, décident d'aller à la capitale, de sortir de leur village qui s'appelle Couduc, pour emmener la petite à l'école de magie, à l'école de mage. Et puis bah voilà, c'est du Terry Pratchett, il y a plein d'aventures, de rebondissements, c'est drôle à souhait, c'est loufoque, c'est barré, c'est riche en jeux de mots, c'est riche en absurdité, en bêtises, en conneries, c'est ça, c'est des bêtises, c'est très cabotin, ça fait rire, ça rebondit, c'est rocambolesque, c'est tout ce que j'aime dans la plume de Terry Pratchett, des personnages qui sont très attachants tout autant qu'ils sont drôles, des aventures un peu épiques qui perdent de leur sériosité à cause de cette facétie qu'a Terry Pratchett dans sa façon d'écrire et dans sa façon de raconter. Ça ne manque pas d'engagement, ça ne manque pas de piquant, par exemple, avec ces métiers, ces choses qui sont tout à fait genrées, un mage, une sorcière, c'est assez incisif sur ce côté-là, sans pour autant devenir trop politique, trop engagé. Enfin, c'est juste ce qu'il faut, c'est un savant dosage d'aventure, d'humour, d'engagement, de débat, de casser les codes aussi, parce qu'on est dans des codes de fantasy, de fantastique, pas fantastique, Floris, des codes de fantasy très ancrés dans cette littérature. Et lui, il les prend, il ne les délite pas totalement, mais il les arrange à sa sauce, il les retourne pour en faire ce qu'il veut en faire, et c'est ça qui est plaisant à lire et à voir et à suivre, c'est la façon dont il retourne les genres, dont il casse les codes, et qu'il adapte ce schéma préétabli à sa façon d'écrire et de raconter une histoire. C'était donc tout pour ce point lecture qui était ma foi assez long, mais en même temps il y avait 10 livres, il y avait besoin d'être long et d'être complet. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas je vous invite à la liker, si vous avez envie de la faire voyager vous pouvez la partager, si vous avez envie de discuter vous pouvez la commenter, et si ce n'est pas encore fait, qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner? Je vous souhaite comme toujours d'excellentes lectures, d'excellentes découvertes, et d'être heureux.